Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit exercice de DS sur les groupes, un caramel qui fond sur la langue, c'est incroyable. Donc c'est un exercice qui est plutôt difficile, qui porte donc sur les groupes quotients, mais c'est vraiment un exercice très abstrait, très intéressant, où vous allez apprendre plein de choses. Donc on va définir ce qu'est un groupe quotient, voir le théorème de Lagrange, travailler sur des groupes, des sous-groupes distingués, et en déduire le théorème d'isomorphisme des groupes. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. Je vous invite à lâcher un petit like. Cette vidéo m'a demandé pas mal de travail et moi ça me donne donc de la force pour vous proposer du nouveau contenu. Je vous laisse mettre sur pause, chercher ce beau problème par vous-même et ensuite je vais passer aux indications pour vous débloquer si vous êtes bloqué. Ensuite je vais passer à la correction. Allez, donc on est parti pour cette première question. Donc on va considérer la relation binaire définie par x équivalent à y, si et seulement si x moins 1 y appartient à h. Et on va montrer que c'est une relation d'équivalence. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On doit montrer qu'elle est réflexive, c'est-à-dire que si on prend un élément x quelconque, eh bien il est équivalent à lui-même, qu'elle est transitive. Si x est équivalent à y et y équivalent à z, alors x est équivalent à z. Donc il y a une transitivité. Et enfin, il va falloir montrer la symétrie, c'est-à-dire que si x est équivalent à y, y est équivalent à x. Donc allons-y, donc pour simplifier la rédaction, on a plutôt intérêt à introduire x, y, z dans G dès le début, comme ça on n'invoque pas à chaque fois pour chaque point x, y, z. Donc la réflexivité, ben, il faut regarder x-1 fois x. Ben ça donne quoi? Ça donne le neutre, et le neutre, par définition d'un sous-groupe, il est dans le sous-groupe. On a montré que x était équivalent à lui-même. Maintenant la symétrie, on suppose que x est équivalent à y, ça veut dire que x-1 y appartient à h, et nous on doit montrer que y est équivalent à x, c'est-à-dire que y-1 x appartient à h, donc pour ça on va appliquer l'inverse, et vu que eh bien, h est un sous-groupe de G, il est stable par inverse, c'est-à-dire que l'inverse de x-1 y reste dans h, et l'inverse de x-1 y ça tombe bien, parce que c'est y-1 x. Très bien, donc ça montre que si x est équivalent à y, alors y est aussi équivalent à x. Maintenant, on va regarder la transitivité. On va supposer que x est équivalent à y et que y est équivalent à z. Il va falloir montrer que x est équivalent à z. Donc, par hypothèse, ça veut dire que x-1 y appartient à h et y-1 z appartient à h. Et il va falloir montrer que cette fois-ci, x est équivalent à z, c'est-à-dire x-1 z appartient à h. Donc on sent bien qu'il va falloir faire le produit de ces deux éléments et utiliser la stabilité du sous-groupe par le produit. On fait le produit de x-1 y qui appartient à h, y-1 z qui appartient à h. Vu que c'est stable, tout ça, ça appartient à h. Et si on simplifie, x-1 y, y-1, le y-1 se simplifie et il nous reste x-1 z. Donc on a x-1 z qui appartient à h, et donc c'est que x est équivalent à z. Et ainsi, on a montré chacun des points, et donc la relation petite vague est une relation d'équivalence sur G. C'est pour ça que je l'ai appelée relation d'équivalence depuis le début. Allons-y pour la question 2, donc on considère x dans G, il faut montrer que la classe d'équivalence de x c'est égal à xh. Donc par définition, par définition xh, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des xh où h parcourt h, grand H, ok? Donc il va falloir montrer que kx c'est égal à l'ensemble des xh pour h parcourant h. Donc on va raisonner par équivalence, on prend y dans kx, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est équivalent à x. Par définition d'une classe d'équivalence, si y appartient à la classe d'équivalence de x, c'est que y est équivalent à x. Donc y équivalent à x, ça veut dire que x-1 y appartient à h, donc ça c'est la définition de la relation d'équivalence qu'on vient d'étudier. Et x-1 y appartient à h, ça veut dire que ça s'écrit sous la forme x-1 y égale h avec un certain h dans grand H. Donc effectivement, c'est une bonne idée d'introduire un petit h dans grand H si on veut récupérer un h ici. Et maintenant, il nous suffit juste de multiplier par x à gauche, et donc on obtient que y s'écrit sous la forme xh avec un h dans h, et donc ça montre que y appartient à xh. Donc voilà, on a bien montré l'égalité d'ensemble voulu par cette série d'équivalences. Donc pour tout x dans G, la classe d'équivalence de x, c'est xh, comme on vient de le montrer.
Allez, on est parti pour la troisième question. Donc on veut montrer que les classes d'équivalence sont même cardinales. Donc pour ça, on va essayer d'exhiber une bijection entre deux classes d'équivalence distinctes. Mais en fait, vu que les classes d'équivalence ont tous même cardinal et qu'ils ne dépendent pas, donc en fin de compte, de la classe d'équivalence, c'est peut-être qu'il va falloir trouver donc une bijection entre une classe d'équivalence et quelque chose qui n'est pas une classe d'équivalence. Donc on veut établir une bijection entre xh, c'est-à-dire l'ensemble des xh pour h appartenant à grand H. Et peut-être que une bonne idée, ça va être de montrer que c'est une bijection entre xh et qu'il existe une bijection entre xh et h lui-même. Ça laisse pas un choix immense de fonctions à considérer entre xh et h. La fonction la plus simple, ça va être la fonction qui a h de grand H va associer xh, qui est par définition dans xh, dans x grand H. Dont il va falloir montrer la bijectivité. La surjectivité, elle est garantie par définition de psi. Si je prends un élément de xh, par définition, j'ai un petit h, tel que xh soit égal à psi de h. Maintenant, l'injectivité, on va se donner deux éléments h et h' appartenant à h au carré. On va supposer que psi de h vaut psi de h'. Donc ça veut dire que xh égale xh'. Et on multiplie par x-1 à gauche et on a h égale h', ce qui montre que psi réalise bien une bijection entre xh et h. Donc xh et h sont bien en bijection. Donc toutes les classes d'équivalence ont le même cardinal, précisément celui de h. Maintenant, on veut établir un résultat sur les cardinaux. Pour ça, on a travaillé sur les classes, on a montré qu'elles ont même cardinal. On a plutôt intérêt à rappeler qu'un ensemble sur lequel on a défini une classe d'équivalence, ces classes d'équivalence vont former une partition de cet ensemble. Donc pour ça, on écrit que G, c'est l'union des classes de X pour X parcourant G. Et cette union, par définition, on va la considérer disjointe pour ne pas compter en fait les éléments de la classe d'équivalence qui vont apparaître plusieurs fois. Et cette somme disjointe, cette union disjointe, elle va nous permettre de sommer les cardinaux, puisqu'on ne va pas compter ce qui va se trouver dans l'intersection des classes, puisque par définition elles sont distinctes, donc l'intersection est réduite à l'ensemble vide. Est vide, donc en fait. Donc le cardinal de G, par définition G avec deux barres sur les côtés, c'est la somme du coup des cardinaux des classes d'équivalence pour X parcourant, toutes les classes. Parce que c'est pour ça, vu que l'union est disjointe, ça peut se transformer en une somme, donc ça nous facilite la tâche. Et toutes les classes d'équivalence, elles ont le même cardinal, d'après ce qu'on vient de montrer. Donc le cardinal de la classe de X, c'est le cardinal de XH, c'est le cardinal de H, et donc on peut le noter H avec des petites barres comme ça. Et ainsi, on a montré quoi? On a montré que le cardinal de G, c'était égal au cardinal de G fois la somme du coup du nombre de classes d'équivalence distinctes, et par définition, ça c'est, donc entre crochets, c'est G de point H, c'est le nombre de classes d'équivalence distinctes, et donc on en a déduit le théorème de Lagrange, à savoir que le cardinal de G, c'est le cardinal de H multiplié par le nombre de classes distinctes, donc G de point H. Les questions 4 qui est un peu costaud, mais on va voir, donc on va essayer de rappeler ce que l'on cherche à montrer. Donc on considère la loi de composition interne, donc qui a xh, yh de g sur h, donc du groupe quotient g sur h considéré deux fois, donc xh appartient à g sur h, yh appartient à g sur h. Donc cette application qui a xh, yh va associer xy, h. Qui appartient effectivement à G sur H, c'est bien une classe d'équivalence, la classe d'équivalence de XY. Donc on veut savoir si la fonction f, la loi de composition interne f est bien définie. Donc il s'agit de savoir si l'image d'un couple xh, yh par f est bien définie de manière unique. Donc ça revient à se demander si le résultat xyh, ça dépend du choix du représentant de xh, donc de la classe de x, et yh, c'est-à-dire la classe de y. Donc on va se donner x1, x2 appartenant à xh et y1, y2 appartenant à yh. On va montrer que x1, y1, h égale x2, y2, h, comme ça l'image sera uniquement déterminée. Donc quelle est la forme d'égalité que l'on va montrer? C'est une égalité d'ensemble, donc il va falloir montrer cela par une double inclusion.
Donc prenons z appartenant à x1, y1, h. Donc par définition, il existe un petit h tel que z égale x1, y1, h. Mais maintenant, on va utiliser les hypothèses sur x1, y1 et x2, y2. Donc x1 il appartient à xh, donc on peut l'écrire sous la forme xk. De la même manière, on peut écrire x2 égale xk', y1 on peut l'écrire yl, et y2 sous la forme yl'. À chaque fois, donc k, k', l et l' appartiennent tous à h. Maintenant, on veut faire apparaître x2 et y2 pour récupérer quelque chose sous la forme donc z égale x2, y2 fois un truc dans h. Pour ça, on va forcément faire disparaître x, qui ne sert à rien dans notre équation. Donc des équations 1 et 3, on va faire disparaître le x et le y. Donc des équations 3 et 4, on va récupérer x qui vaut x2 k' et y qui vaut y2 l'. Et en reportant dans les équations 1 et 2, on va avoir x1 qui vaut x2 fois k' moins 1 k et y1 qui vaut y2 l' moins 1 l. Donc maintenant, en remplaçant, on va avoir z qui vaut x1, y1, h. Donc ça, c'est ce qu'on avait par définition. Et donc en remplaçant x1, on a x2 k' moins 1 k. Et là, on remplace y1 de la même manière, on obtient ça. Donc on est pas mal. On est pas mal du tout. Là, j'ai strictement rien changé, mais j'ai recopié la ligne par pur plaisir. Et maintenant, on a plutôt intérêt à poser k seconde qui vaut k' moins 1 k qui appartient à h. Pourquoi? On a un produit d'éléments de h et h est sous-groupe de g, donc stable par produit. De la même manière, L seconde, c'est L' moins 1 L. Encore une fois, on a une stabilité par inverse et par produit, donc ça appartient à h aussi. Pour simplifier et ainsi avoir un truc sous la forme x2 k seconde, y2 l seconde. Et notre k seconde, il nous embête un peu parce qu'on aimerait avoir x2, y2 fois un truc dans h. Donc on y est presque, on aimerait commuter k seconde et y2. Est-ce qu'on peut le commuter? Non, on n'est pas dans un groupe abélien. Ne nous enflammons pas, mais par contre on peut utiliser le fait qu'on a un sous-groupe qui est distingué, donc pour essayer de récupérer le y2 à gauche. Donc le fait que h soit distingué dans G, ça s'écrit que pour tout G dans G, pour tout H dans H, GH-G-1 appartient à H. Donc on va introduire un certain élément de H pour essayer de simplifier ça. Donc on a GH-G-1 qui vaut P avec P dans H. Et maintenant, vu qu'on veut essayer de faire bouger l'élément de G, c'est comme si on avait GH égale PG en ayant multiplié par G à droite. Donc nous, on avait quoi? On avait K seconde Y2 et on aimerait en fait changer Y2 de place, le mettre à gauche et avoir à la place du coup de K seconde quelque chose qui appartient à H. Donc l'idée ici c'est que nous notre élément c'est qui va jouer le rôle de G, ça va être Y2. Donc du coup vu que Y2 est à droite, on va écrire l'égalité sous la forme H G-1 et prendre G égale Y2-1 pour avoir et H évidemment égale K seconde pour avoir du coup K seconde K donc prime prime Y2 égale quelque chose donc Y2 fois du coup un certain P qui appartient à H. Donc effectivement c'est plus avantageux cette forme là puisqu'on veut faire bouger l'élément de G. Donc c'est ce que je dis, si on prend G égale Y2-1, H égale K seconde, on a K seconde Y2 qui vaut Y2P, et donc on peut permuter cette expression là et obtenir Z égale du coup X2 Y2P, et donc Z égale x2 y2 fois une somme d'éléments, enfin un produit d'éléments de h, donc h étant un sous-groupe de G, il est stable par produit, et donc on a bien montré que Z appartient à x2, y2, h, et donc ça montre l'inclusion dans un sens, x1, y1, h est inclus dans x2, y2, h, et l'inclusion réciproque elle se montre exactement de la même manière, il suffit d'utiliser la symétrie des hypothèses et on va conclure exactement de la même manière. Donc on a bien montré que la loi de composition interne, donc il y a xh, yh de G sur h au carré, associe donc la classe d'équivalence xyh, elle est bien définie. Allez, donc intéressons-nous à la question 5. Donc il faut montrer que G sur H muni de la loi de composition interne qui est définie donc à la question 4 dont on a bien vérifié la justesse de la définition, c'est un groupe.
Donc attention, on ne peut pas montrer que c'est un sous-groupe d'un groupe connu, parce que bah, les groupes quotients, on connaît pas trop. Donc il va falloir vérifier que la loi de composition interne, donc j'ai noté rond là, ici, elle vérifie les axiomes d'une loi de groupe. Donc déjà, il va falloir montrer qu'il existe un neutre pour l'ensemble des classes d'équivalence. Bah, ce neutre, il est très rapidement trouvé. Bah, on a plutôt intérêt à regarder EH. Donc EH, c'est quoi? C'est l'ensemble des EH pour H parcourant grand H. E étant le neutre donc dans G, eh bien EH c'est H lui-même, donc c'est l'ensemble des H appartenant à H, donc c'est H en fait. Hein. EH c'est H, et donc est-ce que c'est le neutre effectivement pour point? Bah, XH.EH ça fait XEH qui vaut XH, donc c'est bien le neutre à gauche, et de la même manière c'est bien le neutre à droite. Là je ne l'ai pas montré ici, mais il faudra montrer que EH.XH ben, ça fait XH, ce qui se montre très rapidement. Maintenant l'associativité, on prend XYZ dans G au cube, ben, XH.YH donc le tout point ZH, ça fait XYH.ZH, ça fait XYZH. Et de la même manière, XH. Le tout YH.ZH, ben, ça fait XYZH. Maintenant, on va chercher, on va montrer que tout élément de G sur H admet un inverse, donc on prend X appartenant à G, on va vérifier que X-1 à H, qui a bien un sens, puisque G est un groupe, donc X-1 a un sens. On va vérifier que X-1 à H, ben, c'est bien l'inverse de XH. Effectivement, XH.X-1 H, ça fait XX-1 H, donc ça fait EH, ça fait H lui-même, c'est-à-dire ça fait le neutre de G sur H. Et x-1h.xh, ça fait également h, donc c'est bien le neutre, c'est bien l'inverse, pardon. L'inverse de xh donc dans g sur h, c'est x-1h. Et donc on a bien montré que g sur h, muni de la loi de composition interne que l'on vient de définir, ben c'est bien un groupe, et c'est ce qu'on appelle le groupe quotient g sur h. Allez, donc on est parti pour la question 6, donc on va considérer pi, l'application qui à G va associer GH, donc à G du groupe G, va associer GH, donc qui est bien dans G sur H. Bah, ça c'est bien une surjection, puisque bah, pour tout élément G sur H, vous avez bien un élément donc petit g appartenant à G, tel qu'on puisse écrire cet élément sous la forme GH. Donc bah, c'est bien une surjection, c'est même la surjection canonique de G vers G sur H. Bon, soit on va montrer que c'est donc une surjection de groupe, donc G sur H étant des groupes pour les lois de composition qui leur sont respectives. Eh bien on va prendre G dans G au carré. Donc pi de G ça donne G de H par définition de pi. Donc par définition de la loi de composition interne point, bah, ça donne GH.G'. Et ça c'est un d'autre que pi de G pi de G' par définition, encore une fois de pi. Et donc ça montre que pi c'est bien un morphisme de groupe, et qui de plus est surjectif par définition même de pi. Et donc c'est bien un morphisme qui va du groupe G vers le groupe quotient G sur H. Faisons-nous plaisir avec une petite remarque hors programme. Donc on va considérer l'injection canonique, donc c'est un peu l'équivalent de pi mais version injection. Donc l'injection qui a un élément x donc de h va associer x vu comme un élément de g, puisque h est inclus dans g, bah, c'est une injection qui est canonique. Donc bah, si on a ça, on a, donc c'est ce que je dis, vu que h est inclus dans g, bah, si on prend x dans h, bah, a fortiori il est dans g. Donc on a ce qu'on appelle une suite de groupes, qui va de H vers G avec l'injection canonique, ce qui est noté avec cette petite flèche fort sympathique courbée qui représente l'injection, et ensuite on va de G vers G sur H avec la surjection canonique qui est pi. Et cette suite elle est dite exacte. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait on a le noyau de l'un qui vaut l'image de l'autre, puisque bah, par définition, vu que i est injectif, le noyau de i se calcule facilement, l'image de pi, vu que pi est surjectif, il se calcule facilement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Allez, septième question, donc on va prouver cette fois-ci la propriété universelle des groupes quotients. Donc on va raisonner par analyse-synthèse. Donc l'analyse, on va se donner phi tilde, une application telle que phi égale phi tilde rond pi. Pour tout x dans G, phi de x c'est par définition phi tilde de pi de x, donc c'est phi tilde de xh.
Ben ça, on n'a pas 36 000 choix, ça montre que on doit poser phi-tilde l'application de G sur H dans G', donc voilà, qui a du coup XH de G sur H va associer phi de X. Donc voilà, maintenant on va effectuer la synthèse, en vérité c'est plutôt ça le point qui va poser problème. Il faut vérifier que phi-tilde elle est bien définie, qu'elle est unique et qu'il s'agit bien d'un morphisme de groupe. Donc premièrement, on va vérifier sa définition. Il faut vérifier que phi, elle est plutôt phi tilde, elle est constante sur chacune des classes d'équivalence, de sorte que l'image elle soit uniquement déterminée. Plutôt phi, pardon, pas phi tilde, puisque phi tilde est défini à partir de phi. Donc on va se donner x et y dans G, tel que xh vaut yh, et il faut vérifier qu'alors phi de x égale phi de y. Mais effectivement, on commence par remarquer que x-1 de y h, ça vaut h. Ce qui signifie en fait que x-1 y appartient à h qui est inclus dans le noyau de phi. Donc pourquoi est-ce qu'on a x-1 y h qui vaut h? En fait en multipliant y-1 à gauche, en multipliant x-1 à gauche de cette équation, on récupère ça et on voit que ça signifie exactement que x-1 y appartient à h en fait, puisque c'est le neutre en fait en quelque sorte, et par hypothèse h est inclus dans le noyau de phi. Donc ça veut dire que phi de x-1 y ça vaut e', si e' c'est le neutre donc de G', puisqu'effectivement x-1 de y appartient au noyau de phi. Et donc maintenant on va se ramener donc à montrer que phi de x vaut phi de y. Pour ça on va regarder phi de x-1 y. Par ailleurs, vu que phi c'est un morphisme de groupe, par hypothèse, ça vaut phi de x-1 fois phi de y. Par propriété des morphismes de groupe, phi de x-1 ça donne phi de x le tout moins 1. Et donc vu que on sait phi de x-1 phi de y c'est égal à e', en multipliant par phi de x, on va avoir phi de x qui vaut phi de y, qui est exactement ce que l'on voulait. Maintenant on va passer à l'unicité, donc on va se donner phi 0 tilde d'une autre application telle que phi de pi val phi 0, donc c'est difficile à dire, mais phi tilde de pi val si phi tilde 0 de pi, voilà, je l'ai réussi à le dire. Donc on va se donner une telle application. Pour tout x dans G, par définition, on a phi tilde de xh qui vaut phi tilde 0 de xh, ce qui montre que les deux applications elles coïncident sur G sur H tout entier, et donc on a phi tilde égale phi tilde 0, et ainsi ça montre que une telle fonction elle est unique. Maintenant, le point le plus sympa, on va montrer que c'est un morphisme de groupe, donc on va se donner xh et yh qui appartiennent à G sur H. Phi tilde de xh.yh, ça donne quoi par définition? Ça donne phi tilde de xyh. Phi tilde donc de xyh, c'est phi tilde de pi de xh. Et en fait, comme ça, on peut repasser par phi. Phi, c'est quoi? C'est phi de xy, et donc phi étant un morphisme de groupe, ça donne phi de x fois phi de y, et phi de x fois phi de y, c'est rien d'autre que phi tilde de xh fois phi tilde de yh, et donc on a bien obtenu que c'était un morphisme de groupe. Donc conclusion, si h est donc distingué dans G, pour tout isomorphisme de groupe phi qui va de G vers G', dont h est inclus dans le noyau de phi, il existe un unique morphisme de groupe phi tilde qui va de G sur H dans G', tel qu'on puisse écrire phi sous la forme phi tilde rond pi, où pi c'était la surjection canonique que l'on a précédemment exhibée. Une petite remarque, cette propriété elle s'appelle la propriété universelle, mais on a dit, pour la reconnaître, on parle de propriété universelle du groupe quotient, mais en fait cette propriété elle dépend pas tant que ça de la structure algébrique que l'on considère, puisque en fait dès qu'on a une structure quotientée, dès qu'on peut quotienter la structure considérée, on va récupérer la propriété universelle. Donc cette propriété elle va exister pour les magmas quotients, les anneaux quotients, les modules quotients, les espaces vectoriels quotients. Vous avez aussi avec donc les formes quadratiques, vous avez un énoncé similaire. Mais bon, voilà, c'était une simple remarque pour que vous sachiez qu'en fait ce résultat il peut être généralisé en fait. Allez, donc partons à l'abordage de cette question, donc sur le premier théorème d'isomorphisme de groupe. Donc on a montré à la question précédente que si H était donc distingué dans G, si on avait phi un morphisme de groupe de G vers G', tel que H soit inclus dans le noyau de phi, on avait un unique morphisme de groupe phi tilde de G sur H dans G', tel que phi égale phi tilde rond pi.
Donc nous, on aimerait parvenir à l'énoncé suivant. Donc on prend G, G' deux groupes et phi de donc G vers G' un morphisme de groupe. Donc il faut montrer que l'image de phi est isomorphe à G sur le noyau de phi. Donc il semblerait fortement que on va devoir prendre H égale le noyau de phi pour récupérer G sur ker phi égale G sur H en fait, et avoir ainsi un isomorphisme entre G sur H et G', sauf que G' ça devient l'image de phi. Donc, donc donc déjà le caractère, donc déjà le fait que phi tilde est bijectif, ça devrait découler donc du choix particulier de ce groupe, puisque nous on doit montrer qu'il y a un isomorphisme, et donc si on utilise la question précédente, on sait que sous hypothèse de réseau donc sous hypothèse de vérifier les Donc en utilisant la question précédente sans faire trop attention aux hypothèses qu'on utilise, donc on sait que phi tilde, donc l'application de G sur le noyau de phi vers G', telle que donc phi égale phi tilde rond pi, elle existe. Et vu qu'en plus on veut établir une bijection entre G sur le noyau de phi et l'image de phi, on a tout intérêt à restreindre cette relation à l'image de phi. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc si on prend y dans l'image de phi, par définition y égale phi de x. Et vu que phi c'est phi tilde rond pi, y ça s'écrit sous la forme phi tilde de pi de x. Et donc on peut ainsi écrire y égale phi tilde de grand x avec grand x dans g sur h. De sorte que phi tilde c'est bien une surjection de g sur le noyau de phi, vers l'image de phi. Il reste donc juste à établir l'injectivité. Et n'oublions pas qu'il faut l'hypothèse H qui soit distinguée dans G. Donc vu que nous on a posé H égale le noyau de phi, donc on doit avoir que le noyau de phi est distingué dans G, donc il va falloir montrer ça aussi. Donc on doit vérifier que le noyau de phi est distingué dans G et que phi tilde, donc l'application de G sur le noyau de phi vers l'image de phi définie par x noyau de phi va associer, qui a x noyau de phi va associer x, cette application elle est injective. Donc commençons par montrer que c'est un sous-groupe distingué, ça n'a pas l'air trop difficile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà oui, il faut rappeler que le noyau d'un morphisme de groupe c'est un sous-groupe du groupe de départ, et donc il suffit de vérifier que G c'est un sous-groupe distingué du noyau de phi. Donc c'est-à-dire que pour tout G dans G, pour tout H dans le noyau de phi, GH G-1 appartient au noyau de phi. Donc ça veut dire que si je prends GH donc dans G le noyau de phi, si je prends phi de GH G-1, il faut que ce soit égal au neutre. Donc vu que phi c'est un morphisme de groupe, je récupère phi de G, phi de H, phi de G-1. Phi de H ça vaut E', où E' c'est le neutre de G', puisque H appartient au noyau de phi. Et donc phi de G, vu que phi est un morphisme de groupe, ça va être phi de G le tout moins 1. Donc au final on va avoir phi de G fois phi de G moins 1, et donc ça va valoir E'. Et ainsi, donc on a montré que ce sous-groupe était distingué, donc le noyau de phi est distingué dans G. Et vu que c'est donc voilà, c'est un sous-groupe aussi. Maintenant, on va regarder l'injectivité de phi tilde. Donc, on va prendre x et y dans G, tel que phi tilde de x noyau de phi égale phi tilde de y noyau de phi. Et il va falloir montrer que x noyau de phi égale y noyau de phi. Donc ça, on a déjà vu que c'était plus facile de montrer que x-1 y noyau de phi était égal au noyau de phi, ce qui équivaut à dire que x-1 y appartient au noyau de phi. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc on va regarder phi de x moins 1 y, ça donne phi de x moins 1 fois phi de y, puisque phi c'est un morphisme. Et maintenant on va passer par phi tilde, puisque on a une hypothèse sur phi tilde. Donc ça veut dire phi, par définition, c'est phi tilde rond pi. Donc on remplace phi par phi tilde rond pi. Pi de x, c'est quoi? C'est x noyau de phi. Et de la même manière, pi de y, c'est y noyau de phi. Donc très bien, on a fait apparaître phi tilde de y noyau de phi, et ça c'est égal à phi tilde x noyau de phi. Donc on va pouvoir utiliser l'hypothèse, et ainsi simplifier cette grosse expression, et voir qu'en fait c'est égal au neutre de G'. Donc ça veut dire que x-1 y appartient au noyau de phi, et donc x noyau de phi c'est y noyau de phi, comme ce qu'on voulait montrer. Ça permet de montrer que phi tilde est injective.
Donc on a montré que phi-tilde c'était un morphisme de groupe bijectif établi entre le groupe quotient G sur le noyau de phi, qui est bien un groupe, puisque le noyau de phi est distingué dans G. Et le groupe image de phi, pourquoi c'est un groupe? Parce que phi c'est un morphisme de groupe, donc l'image de phi c'est aussi un morphisme, c'est aussi un groupe, pardon. Et ainsi, on a montré que les groupes G sur le noyau de phi, donc le groupe quotient, et l'image de phi sont isomorphes, et donc on a résolu le problème, et donc on a montré le théorème d'isomorphisme. Allez, donc on est parti pour la 9e question. Donc on considère K un corps fini, c'est-à-dire un K dont le cardinal est fini. Donc je rappelle que K étoile, donc K privé de son élément nul, donc si on le munit de sa loi multiplicative, c'est un groupe puisque tout élément non nul d'un corps a un inverse. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait le pont entre les corps et les groupes pour se ramener aux questions précédentes où on a travaillé sur des groupes. L'idée, c'est d'utiliser le premier théorème d'isomorphisme de la question précédente. Donc comment est-ce qu'on va faire intervenir les carrés du corps? Eh bien, on a l'idée de poser l'application suivante, l'application de K étoile vers K étoile au carré, qui à X va associer X carré. Et donc ça, il va falloir vérifier que c'est un morphisme de groupe. Pourquoi c'est une bonne idée? L'image de phi, par définition, c'est K étoile au carré. Et maintenant, il faut montrer que psi, c'est un morphisme de groupe, pardon. Donc prenons X et Y. Donc tous deux des entiers, des éléments du corps non nuls. Psi de xy, c'est xy fois xy par définition. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que généralement, il est admis d'un corps doté, qu'il est commutatif pour la multiplication. Donc certains auteurs préfèrent donc exclure, parler de corps commutatif pour être tout à fait explicite, mais dans le cadre du programme de prépa, les corps sont toujours commutatifs, donc il ne faut pas oublier que on peut commuter les éléments dans un corps. Donc magnifique, comme ça on récupère xy fois yx, on récupère un carré, donc après quelques calculs, on trouve que ça vaut x carré y carré, et donc psi de xy c'est psi de x fois psi de y, et donc c'est bien morphisme de groupe. Donc il reste à caractériser son noyau, allons-y, prenons x dans le noyau de phi, ça veut dire que x carré vaut 1, d'où on tire x égale plus ou moins 1, en considérant par exemple le polynôme x carré moins 1, dont les racines seront plus ou moins 1. Donc voilà, l'inclusion réciproque est évidente, le noyau de phi c'est moins 1, 1. Et donc le premier théorème d'isomorphisme, ça garantit que les groupes K étoile sur le noyau de phi et l'image de phi sont isomorphes, c'est-à-dire que K étoile sur le singleton, l'ensemble moins 1, 1 est isomorphe à K étoile au carré. Donc c'est pas mal, on a trouvé notre isomorphisme, et maintenant les groupes ils sont finis, donc on peut passer au cardinal pour obtenir que le cardinal de K étoile au carré, c'est le cardinal de K étoile divisé par moins 1, 1. Et maintenant il va nous falloir exprimer le cardinal du groupe quotient. Donc pour ça, on va se retourner vers le théorème de Lagrange, dont on a montré que le cardinal de G c'était le cardinal de H fois le nombre de classes distinctes, et on n'a pas fait le lien entre le nombre de classes distinctes et le cardinal du groupe quotient. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ce qu'on avait dit, le cardinal de G c'est le nombre de classes distinctes fois le cardinal de H. Et ça, autrement dit, c'est le cardinal de G sur H. Donc, et c'est là qu'on voit toute la beauté des maths. Le cardinal de G sur H, si H, c'est pas l'ensemble vide, et d'ailleurs quotienté par rapport à l'ensemble vide, c'est pas d'un intérêt fracassant. Donc on voit que le cardinal de G sur H, accrochez-vous bien, c'est le quotient des cardinaux de G et de H, et donc on comprend pourquoi est-ce qu'on a noté ce fameux ensemble quotient G sur H, G modulo H, donc c'est carte de G sur carte de H. Incroyable, les notations sont complètement crazy, complètement folles, elles sont bien pensées. Donc, c'est bien ce que je disais. Dans notre cas, le cardinal de K étoile sur moins 1, 1, donc si on revient au problème, c'est le cardinal de K étoile divisé par le cardinal de moins 1, 1. Le cardinal de K étoile, c'est le cardinal de K moins 1, c'est K auquel on en a enlevé l'élément nul, donc on enlève un élément. Cardinal de moins 1, 1, c'est 2. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré ce que l'on voulait, le cardinal de K étoile au carré, c'est le cardinal de K moins 1 sur 2. Et maintenant on réutilise le cardinal de Lagrange pour étudier le cardinal
donc là peut-être je me suis trompé, je voulais mettre le cardinal de K étoile sur K étoile au carré. Donc par définition, c'est le cardinal de K étoile sur le cardinal de K étoile au carré. Et donc si on remplace le cardinal de K étoile par le cardinal de K moins 1 sur 2, et le cardinal de K étoile par le cardinal de K moins 1, eh bien on se rend compte qu'en fait on va avoir un petit 2 qui apparaît, et donc on a résolu le problème comme voulu. Allez, je sais que vous êtes gourmand, je vais vous donner encore un bonus. Donc quelle est l'utilité de ce théorème? En fait, ce résultat il va permettre de classifier les formes quadratiques sur un espace vectoriel donc, dont le corps est fini naturellement, et dont la caractéristique est différente de 2, parce que sinon en fait les 2 à chaque fois ça devient des 0, et donc on divise par 0, donc c'est un peu chiant. Je donne ci-dessous un exercice qui est issu d'un polycopié que je suis en train d'écrire et que je publierai bientôt, qui vous montre en fait la classification des formes quadratiques. Donc vous voyez que la première question c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait la première question. Et après les questions qui suivent, eh bien donc la deuxième question c'est une question encore sur les corps et sur les formes quadratiques. Et la troisième question ça va être de classer ces formes quadratiques en travaillant sur des matrices équivalentes, puisqu'on est en dimension finie. Et c'est en fait d'ailleurs c'est pour ça que en fait on s'intéresse aux éléments modulo K étoile au carré, parce qu'en fait on peut diviser dans les matrices qui ont une relation d'équivalence sur lesquelles on peut travailler, donc la congruence matricielle. Mais en fait c'est comme si on divisait les coefficients au carré, donc c'est pour ça que on s'intéresse tout modulo K étoile au carré. Et donc la quatrième question c'est dans le classement des formes quadratiques sur un corps fini dont la caractéristique est différente de 2. Donc voilà, c'est pas du tout faisable, mais ça fait un joli paragraphe, et si jamais vous êtes intéressé, eh bien ça vous donne la motivation en fait de pourquoi cette question elle arrive et quel est son intérêt, parce que on en a un peu rien à taper du cardinal de K étoile sur K étoile au carré, on ne sait pas à quoi ça sert. Si ça sert, donc voilà, vous avez l'explication de l'application de ce résultat. Voilà, donc c'est fini, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette vidéo et à vous la présenter. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, l'algèbre. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Les groupes, il ne faut pas grand chose pour les définir. Et en fin de compte, c'est une structure qui se révèle vraiment intéressante, sur laquelle on peut travailler et développer une théorie plutôt intéressante. Là, vous voyez qu'on a défini les groupes quotients, on en a déduit un théorème sur les cardinaux, qui est plutôt intéressant, le théorème de Lagrange, et on en a déduit aussi un théorème d'isomorphisme sur les groupes, qui est lui aussi très intéressant et dont on a vu une application et qui permet ensuite de classer les formes quadratiques, l'une des nombreuses applications de ce théorème. Et vous voyez que effectivement ça révèle quelque chose d'encore plus grand, puisque la propriété universelle et les théorèmes d'isomorphisme peuvent être généralisés à d'autres structures, et donc c'est ces remarques-là, ces généralisations qui ont donné naissance à la théorie des catégories, donc où on essaie de généraliser ces notions de structure algébrique. Donc voilà, c'est un sujet qui me passionne et j'espère que ça vous aura fait plaisir de travailler sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo de maths. Salut!